Donc nous allons reprendre le cheminement de cette idée d'aristocratie élective comme forme enfin trouvée du gouvernement représentatif. Après avoir analysé sa formation pendant la période révolutionnaire aux États-Unis, révolutionnaire en France, sa redéfinition par le libéralisme capacitaire, nous voyons maintenant qu'elle va être complètement redéfinie, cette question de l'aristocratie élective, par ce que j'appellerais la naissance de l'idéologie démocratique. La naissance de l'idéologie démocratique, c'est le moment à partir duquel la démocratie deviendra le bien universellement reconnu, accepté comme indépassable, et que c'est donc de façon souterraine, derrière même le mot démocratie, que tenteront de renaître ces formes de négation ou ces formes de canalisation. Alors qu'il était violemment rejeté, effectivement, par les pères fondateurs américains et tenu en haute suspicion en France, dès lors qu'il était assimilé à l'idée de souveraineté du peuple, le terme de démocratie deviendra en effet finalement d'un usage apaisé et incontournable à partir du milieu du XIXe siècle, de façon extrêmement brutale. Plus personne ne pourra ensuite s'en prétendre publiquement l'adversaire, et démocratie deviendra assimilée à l'expression indépassable du bien politique, en même temps que la notion d'aristocratie élective deviendra, elle, hautement suspecte. Ce triomphe n'a pas été de l'ordre d'une conversion des esprits, comme si les peurs et les préventions vis-à-vis du nombre avaient soudain disparu. Il a plutôt marqué ce que j'appellerais la naissance de l'idéologie démocratique, c'est-à-dire l'entrée dans un monde où cette dernière semblait capable d'absorber toute la réalité et pouvait seule prétendre la régenter. C'est à partir de là, sur des modes inédits, que s'exprimeront par la force des choses les oppositions et les résistances à sa mise en institution. Et il est décisif de bien comprendre ce moment de basculement, car il aura une double conséquence. Il tendra d'abord à rendre moins lisibles les formes de l'indétermination démocratique, en privant leur appréhension de l'extériorité réflexive précédente. La naissance de l'idéologie démocratique conduira ensuite à distendre le lien entre les mots et les choses, le langage contribuant à rendre plus opaque le monde, parce que insaisissable en ses différences, parce que nié en son historicité. L'idéal de la démocratique s'affirmera de la sorte toujours plus comme une fiction incapable de produire la connaissance de sa distance à la réalité. Et pour bien comprendre les termes et les conséquences de ce basculement décisif dans l'histoire des sociétés modernes, il est utile d'en retracer brièvement l'histoire en Amérique et en France. En Amérique, on l'a dit, le terme de démocratie avait été renvoyé par les pères fondateurs à des images de désordre du monde commun, de déchaînement des passions, de perturbation du jugement, d'immoralité même. Après 1793, il avait même souvent été associé au qualificatif estimé infamant de jacobin, avec les images de fanatisme et surtout pour eux d'athéisme qu'il évoquait outre-Atlantique. Et lorsque John Adams avait succédé à George Washington à la tête du pays, il s'était par exemple répandu contre la multitude de démocrates et de jacobins de la pire espèce qui avaient été embauchés dans l'administration fédérale. Au moment de l'élection présidentielle de 1800, les Jeffersoniens avaient ainsi été accusés de former un Jacobinical Party, et le spectre de l'avènement d'une Jacobinical Democracy était agité dans le cadre de leur victoire. Le terme de démocratie renvoyait ainsi toujours, sociologiquement, aux basses classes de la société pour ses pères fondateurs, alors que celui de république évoquait pour eux intérêt général et ce qui était l'affaire de tous. Mais du fait même de sa valence sociologique, l'appellation démocrate devint progressivement valorisée dans le camp des partisans de Jefferson, car elle donnait l'idée d'une attention spécifique qui était portée aux classes populaires. Dès les années 1810, les partisans de Jefferson se qualifièrent ainsi volontiers de Democratic Republicans, les pères fondateurs se considérant, eux, comme des Federal Republicans. Et pour lever l'ambiguïté sur cette même référence à l'idéal républicain, les premiers,
prendront en 1828 la dénomination officielle de Democratic Party et leur candidat, Jackson, se présentera en tant que plain démocrate. Ces démocrates menèrent à partir de cette date la bataille contre les anciens fédéralistes, devenus les républicains tout court, en les accusant de n'être que des aristocrates et de faire comme si le conflit politique était entre démocrates et aristocrates, ceux qui étaient proches du peuple et ceux qui en étaient distants. Il est vrai que l'Amérique changeait au même moment de visage. Elle voyait avec le début de l'extension à l'ouest et le développement du pays la montée en puissance du common man et d'un sentiment d'égalité plus marqué. Ce sont effectivement les mœurs qui deviendront aussi qualifiées de démocratiques dans l'Amérique que Tocqueville découvrira à cette époque. C'est le pays tout entier avec ses habitudes, ses opinions, ses lois, et pas seulement son gouvernement qui devient chaque jour plus fortement démocratique, soulignera un grand écrivain américain, James Fenimore Cooper. On parlait ainsi couramment de coonskin democracy ou de nose count democracy, pour donner au terme de démocratie une tonalité très, très populaire, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui se débrouillent. Et l'antidémocratie, au contraire, commencera à devenir une réaction fortement suspecte. Le basculement sémantique sera accompli au tournant des années 1840, au moment de la campagne présidentielle qui opposera le démocrate Martin Van Buren, le grand inventeur de l'idée de démocratie des partis aux États-Unis, au républicain, qui était encore pendant quelques années qualifié de Whig, William Harrison, qui était un général. Harrison mena la campagne paradoxalement sur le terrain de son adversaire. En effet, Buren descendait d'une grande famille de Virginie et son père avait été un des signataires de la déclaration d'indépendance. Et Harrison voudra l'attaquer sur ce point. Harrison l'accusera de manquer de popular touch, il l'accusera de vivre luxueusement, il accusera, en un mot, d'être un aristocrate. Mais pensant le critiquer efficacement, il le traitera d'aristocrate, mais il présentera son camp comme étant celui des vrais démocrates. Il opposera les vrais démocrates, les true democrats, qui étaient donc les Whigs à l'époque encore, alors que les Jacksoniens n'étaient que des démocrates superficiels, qu'on appelait modern democrats. Mais le mot démocratie, c'était dans cette polémique, du même coup, trouvé banalisé. Tout clivage politique était désormais rapporté à la distinction des adjectifs qui qualifiaient la démocratie. La démocratie devenait le bien universel et c'était l'adjectif plain, true or modern qui faisait la différence. C'est à ce moment-là que la démocratie devient sacralisée aux États-Unis et unanimement sanctifiée, considérée comme le meilleur des régimes possibles, incarnant les valeurs du pays les plus essentielles, identifiée aussi, c'est essentiel, à la foi américaine. La démocratie était désormais aussi indiscutable qu'une mystique, voire l'œuvre classique de Walt Whitman. Et elle était devenue, en quelque sorte, la religion politique des Américains, comme Herman Melville l'exprimera avec emphase dans Moby Dick. Je traduis grossièrement. Il part de cette grande dignité démocratique sans fin qui radie de Dieu lui-même, le grand Dieu absolu, qui est le centre et la substance de la démocratie. Et son omniprésence est notre divine égalité. Et il n'était évidemment plus envisageable dans ce contexte de distinguer la pertinence du suffrage universel ou de stigmatiser la populace. L'idéologie démocratique naît à partir du moment où elle devient un bien indiscutable, mais derrière lequel des conceptions fort différentes peuvent s'annoncer. En France, ce sera différent. C'est la Révolution de 1848 qui a marqué le tournant décisif. Et ceux-là même qui n'avaient cessé de suspecter le suffrage universel de tous les maux comprendront que l'événement les obligeait à tourner définitivement la page. Nulle voix publique ne pouvait désormais le disqualifier. Et le mot démocratie s'était simultanément imposé à tous. On peut dire en 3 jours. La manière dont Guizot, le grand vaincu de 1848, se trouvera subitement marginalisé à l'intérieur même de son propre camp a témoigné à elle seule de la brutalité du basculement et de son caractère irréversible. Et c'est pour ça que montrer cet écart de Guizot aux conservateurs de son temps est très intéressant. Alors qu'il est réfugié après février à Londres, il avait publié en janvier 1849 un pamphlet de la démocratie en France dans lequel il avait donné libre cours à sa rancœur.
Le chaos se cache aujourd'hui sous un mot démocratie, s'était-il emporté. C'est le mot souverain, universel. Tous les partis l'invoquent et veulent se l'approprier. Force était bien en effet pour lui de constater qu'une page avait été tournée. Après avoir été longtemps discuté et redouté, le suffrage universel était soudain apparu comme une évidence partout célébrée, par les préfets, par les évêques et par tout le peuple. Et le mot démocratie s'était simultanément imposé comme synonyme du bien politique. Il poursuivait, tel est l'empire du mot démocratie, il fallait bien qu'il le constate, que nul gouvernement, nul parti n'ose vivre et ne croit le pouvoir sans inscrire ce mot sur son drapeau. Mais lui n'entendait pas en rester à ce constat. Il voulait résister, il voulait continuer son combat d'autrefois. Il appelait donc les libéraux et les conservateurs à se ressaisir, et disait-il, à agir pour extirper cette idée fatale. Et quelques mois plus tard, étant autorisé à rentrer en France, il se présentera aux élections législatives de 1849 avec ce programme de combat. Il embarrassera ce faisant beaucoup ses anciens amis, y compris les plus fidèles. Son livre de janvier 1849 les avait déjà gênés par sa brutalité. Et son éditeur, quelques proches, son ancien directeur de cabinet, avaient d'ailleurs tenté d'obtenir une correction du manuscrit. Dans le manuscrit original, il employait une vingtaine de fois le mot « chaos » associé à celui de démocratie. Il avait consenti à ne le laisser que 2 fois. Il n'aurait avait concédé en fait que quelques changements mineurs. Et son manifeste électoral, publié peu après, avait proclamé avec orgueil son désir, je le cite, de se montrer tel qu'il est. Mais c'est justement cette rigidité aveugle que lui reprochait le nouveau parti de l'ordre. Il n'y avait chez ce dernier aucune envie de mener un combat anti-républicain d'arrière-garde, aucun désir de critiquer à contre-courant le suffrage universel, aucun désir de s'affirmer contre la démocratie. Même les monarchistes les plus notoires de l'époque, comme Berryer, Falloux, Montalembert, n'avaient pas hésité à s'afficher républicains aux élections de ce printemps 1849 et à célébrer la démocratie. Et tous ces conservateurs s'agaçaient de voir Guizot s'entêter à vouloir appeler les choses par leur nom et de dire tout haut, tout franchement, des vérités incommodes. Ils avaient, eux, ces conservateurs, bien compris qu'au nouvel âge du suffrage universel, le langage politique changeait de nature, qu'une zone d'interdit s'était instaurée autour de la discussion sur le régime démocratique. Ils avaient pris conscience du fait que l'évocation de l'indétermination démocratique était devenue une question presque taboue pour l'orateur parlementaire et l'animateur politique. Avec l'avènement de l'idéologie démocratique, c'est-à-dire la constitution de ces dernières en une religion politique, elle devenait un objet de croyance arraché à la possibilité d'une discussion ouverte et rationnelle. Seuls quelques réactionnaires isolés, sans responsabilité sociale et surtout sans souci d'apparition devant les électeurs, pouvaient désormais oser s'afficher comme étant des mécréants et des libres penseurs à la matière. Sinon, malheur aux hérétiques ou à ceux qui doutaient. C'est seulement à l'intérieur du dogme que les querelles d'ordre théologique pouvaient désormais trouver leur place légitime. Et la nature du petit traité de l'Académie des sciences morales et politiques en 1849 consacré au sujet l'avait montré avec éclat. Il s'agissait de tout un ensemble de petits volumes parrainés par l'Académie des sciences morales et politiques et qui avaient pour but, dans le cours des événements, de défendre le point de vue conservateur. Thiers avait fait son célèbre livre sur la propriété. Il y avait des livres de philosophes, il y avait des livres qui étaient des livres presque de sociologie. Et celui qui avait été chargé de rectifier les idées en matière politique était Barthélemy Saint-Hilaire, qui était connu à l'époque pour des traductions d'Aristote. Et le titre qu'il avait donné à son livre, « De la vraie démocratie », indiquait bien la nature du projet. Il s'agissait pour lui clairement d'infléchir l'idée démocratique, mais de l'infléchir et de la briser, de la canaliser même, en s'en prétendant le défenseur et l'apôtre. Le suffrage universel était ainsi dans ces pages célébrées, mais c'était pour appeler à trouver les moyens qu'une pratique intelligente du système de l'élection, je le cite, puisse conduire à instaurer le gouvernement des meilleurs. Il était aussi noté dans ce livre que les plus dangereux ennemis de l'égalité sont ceux qui prétendent la porter sur un terrain qui n'est pas le sien. Il n'y avait plus désormais, en France comme en Amérique, de face-à-face entre les amis et les ennemis de la démocratie ou de l'égalité. C'est autour de la prétention à défendre la vraie démocratie
que se structureront désormais les débats et les affrontements. Le problème est que simultanément, de l'autre côté, les amis du peuple, entre guillemets, étaient également amenés à embrasser la nouvelle religion. Il n'y avait plus pour eux non plus d'indétermination à penser, d'équivoques à lever, d'institutions inédites à imaginer. Ils n'avaient plus qu'à se comporter comme les plus fidèles des croyants, les plus assidus au culte, les plus nombreux aussi à devenir membres du clergé. Les résistances à embrasser la nouvelle religion démocratique subsistera certes dans toute une partie du monde intellectuel. Les grandes figures du rationalisme français mettront ainsi leur pas dans ceux de leurs prédécesseurs doctrinaires, car ils n'étaient pas tenus, eux, à ce qu'on appellerait aujourd'hui le politiquement correct. Dans Du suffrage universel et de la façon de voter, publié en 1871, un Taine refaisait ainsi le vieux procès du nombre, et Renan sera lui encore plus violent et plus explicite que l'auteur des origines de la France contemporaine. Dans sa réforme intellectuelle et morale de 1871, c'est à longueur de page qu'il accusait le suffrage universel d'avoir fait de la société une maison de sable, qu'il stigmatisait les ravages de la démocratie, qu'il considérait que le gouvernement devait représenter la raison et qu'il appelait à confier la gestion du pays à des hommes compétents et spéciaux. Avec lui et quelques autres, le libéralisme capacitaire restait intellectuellement tout à fait vivant dans la France des débuts de la Troisième République. Et Renan ne manquera d'ailleurs pas d'écrire une des recensions les plus louangeuses des mémoires de Guizot. Mais cette vision capacitaire, et c'est cela qui est intéressant, continuera aussi à trouver son expression dans l'ordre politique, mais sous la forme beaucoup plus euphémisée de l'élitisme républicain, et dans le cadre, donc, d'un suffrage universel reconnu. On peut même dire que la première génération des pères fondateurs de la Troisième République, les Ferry, les Gambetta, les Littré et les Jules Simon, ne cesseront d'esquiver la question de la radicalité de l'idéal démocratique. Si le droit de suffrage était célébré comme marche sainte, il était considéré comme un principe encastré dans une promesse d'avenir d'un monde rationnel. Gambetta notait ainsi que seul le principe de souveraineté du peuple, qu'il disait scientifiquement appliqué, pourrait achever la Révolution française. Scientifiquement appliqué, c'est-à-dire nourri par la raison. D'où la tâche d'éducation de la démocratie dont ils se feront les champions. Gambetta, qui n'hésitait pas à dire qu'il n'y a qu'une partie de la démocratie qui est la passion et le souci des choses publiques, et que donc c'est à des hommes plus avisés et plus éclairés que les autres qu'il appartient de se faire les instituteurs, les guides de leurs frères moins avancés du suffrage universel. Le suffrage universel était ainsi implicitement regardé par eux comme inclus dans l'idée capacitaire, dont il ne faisait qu'étendre les limites à l'ensemble du corps social. Et l'anticipation de l'universalisation de la capacité politique ne se séparait pas de la reconnaissance du suffrage droit chez ses pères fondateurs de la Troisième République. Comme ces intellectuels restaient identifiés au libéralisme capacitaire, cette génération républicaine sera ainsi obsédée par la nécessité, pour reprendre une célèbre formule de Boutmy, de refaire une tête de peuple. Boutmy, le fondateur de Sciences Po. Il ne faisait aucun doute pour cette génération que le pays devait être gouverné par ses élites amenées à conduire le peuple. Il les considérait certes prudemment comme des frères aînés du peuple, bien amicalement, et non pas comme des chefs naturels, mais la perspective pratique était bien la même que celle d'un Guizot puis d'un Renan. Si le suffrage universel, disait Alfred Fouillé, le philosophe quasi officiel des années 1880-1890, si le suffrage universel suppose en bas des hommes capables de choisir, il suppose surtout en haut des hommes dignes d'être choisis. Et c'est en ayant conscience de cette impérieuse nécessité que les républicains seront amenés à se préoccuper de la constitution d'élites nouvelles, indispensables à l'équilibre d'une démocratie estimée par eux largement encore immature. Et un autre publiciste de l'époque, dès lors, appelait pareillement à donner au peuple des chefs respectés et respectables pour conjurer, disait-il, le péril que pouvait faire courir au pays le fait d'avoir donné des droits à une foule incapable de l'exercer et de comprendre les problèmes du pays. L'idée de constituer une aristocratie élective était bien au cœur de l'éthos républicain de l'époque, d'où l'obsession d'ailleurs de fonder l'université française dans ces années pour doter le pays d'une classe politique et intellectuelle
apte à diriger le peuple. L'une des grandes figures attachées à cette tâche, que j'ai déjà mentionnée, Boutmy, le dira sans détour. Le privilège n'est plus, dit-il. La démocratie ne reculera point, mais contrainte de subir le droit du plus nombreux, les classes qui se nomment elles-mêmes les classes élevées ne peuvent conserver leur hégémonie politique qu'en invoquant le droit du plus capable. Il faut que derrière l'enceinte croulant de leurs prérogatives et de la tradition, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart, fait de mérites éclatants et utiles, de supériorité dont le prestige s'impose, de capacité dont on ne puisse pas se priver sans folie. Et à la même époque, un Littré appelait à former une aristocratie à laquelle la sagesse démocratique devra savoir se confier. Sur le fond, donc, il ne pensait guère autrement que ses auteurs. Comme les hommes de l'an 8, ses pères fondateurs ont ainsi clairement fait de l'élitisme démocratique un des éléments centraux de leur vision politique. Élection voulait d'abord dire pour eux sélection. Et les grands juristes républicains de la période valideront avec fermeté cette vision du gouvernement représentatif. L'élection a pour but de faire sortir de la masse une aristocratie politique, notée par exemple Saleil, un des plus grands juristes de la période. Et c'est cette aristocratie qui gouverne, n'ayant de compte à rendre, dit-il, que vis-à-vis d'elle et de conseils à prendre que d'elle-même. Le régime représentatif, dira un autre grand juriste, suppose la supériorité de l'élu qui doit commander et non pas obéir. Cette appréhension de la représentation comme opérateur sociologique ne faisait que s'accommoder du suffrage universel. Ce dernier n'était légitimé que s'il ne contrecarrait pas le mécanisme de formation d'une nouvelle aristocratie gouvernante. La démocratie est acceptée comme une religion, mais une religion qu'il ne fallait pas trop pratiquer. Un des chantres les plus incontestables du suffrage universel, comme Arche-Sainte, c'est Louis Blanc, l'admettait alors lui-même. Louis Blanc disait « Partout où la liberté assure aux hommes d'élite le moyen d'exercer autour d'eux la légitime influence qui leur appartient, il arrive que ces hommes d'élite ont autant de votes qu'ils peuvent en gagner par leurs paroles et par leurs écrits à la cause qu'ils défendent. De sorte que le suffrage universel doit avoir pour résultat l'identification d'une minorité éclairée avec le pouvoir d'une majorité convaincue. » Voilà en quoi consiste l'excellence du suffrage universel. On voit bien là comment toute une culture rationaliste et capacitaire s'était greffée sur l'impératif démocratique dans la vision républicaine du politique. Et Proudhon avait raison de dire, en un étonnant raccourci, que Louis Blanc, en fait, se plaçait entre Robespierre et Guizot. C'était bien comprendre les choses et souligner justement une ambiguïté majeure de la culture politique française. Une telle compréhension sociologique du gouvernement représentatif menait naturellement à l'idée que la politique est un métier. Le député, si courte que soit sa spécialisation, a acquis une compétence. Il connaît des choses que les électeurs ignorent. Résumé, un des premiers a fait la théorie de l'électeur, Félix Pécaud. Et le terme de politicien, calqué sur l'anglo-saxon politician, signifiant professionnel de la politique, fera significativement son apparence en France dans ce contexte. Se trouvait de la sorte pratiquement accomplie l'intuition de Sieyès, qui avait le premier proposé d'analyser la représentation politique comme une simple modalité du principe de la division du travail. Et partout, en Europe et même dans le monde, c'est avec le développement des partis que cette vision du politicien, cette vision du député, cette vision de l'organisation de cette distance représentative va se mettre en place et se structurer. Mais encore à cette période-là, elle se met en place d'une façon qui n'est pas théorisée, d'une façon en tout cas qui n'est que semi-théorisée, alors que les théories minimales de la démocratie, qui vont commencer à se formuler dans l'entre-deux-guerres, elles, trouveront le moyen de le formuler de la façon la plus nette et la plus vive. Et on peut dire de ces théoriciens de la démocratie minimale, ce que j'ai mentionné tout à l'heure de Bernstein, ils voulaient apparaître pour ce qu'ils étaient et que la démocratie apparaisse pour ce qu'elle est véritablement. On les appelle les théoriciens dits réalistes de la démocratie ou les théoriciens de la démocratie minimale. Quel est le point de départ de leur réflexion ? Le fait, selon la formule de l'un d'entre eux,
que la réalité démocratique, je cite, n'est pas correctement décrite par le mot démocratie. La réalité démocratique n'est pas correctement décrite par le mot démocratie. D'où leur entreprise de distinction de l'idéal et de la réalité, et de faire une théorie de la réalité et non pas de l'idéal. Et s'il y a un nom qui illustre au premier chef cette appréhension du phénomène démocratique, c'est celui de Schumpeter. Schumpeter, un économiste autrichien bien connu, né à la fin du XIXe siècle, Schumpeter qui était un proche d'Otto Bauer, le fondateur de la social-démocratie autrichienne, Schumpeter qui sera même un moment ministre des Finances dans la coalition après la Première Guerre mondiale, sera surtout connu ensuite pour devenir un grand économiste. Il sera à Harvard où il était obligé de quitter son pays après 1932. Il sera très connu comme économiste par toute sa théorie des cycles économiques, sa théorie de l'entrepreneur, sa théorie de la destruction créatrice. Mais c'est un ouvrage de synthèse qu'il a publié en 1942, qui s'appelle « Capitalisme, socialisme et démocratie », qui l'a rendu mondialement célèbre, au-delà des cercles des économistes, et qui a fait de ce livre le premier à avoir procédé à une théorie réaliste de la démocratie. Ce livre, qui est toujours réédité en France notamment et partout, ce livre a un côté frais historique qui le rapproche du livre de Karl Polanyi, La Grande Transformation. Mais il contient à la fin du volume 80 pages sur la démocratie qui constitue justement ce premier traité, pourrait-on dire, d'une théorie réaliste de la démocratie. Le point de départ de Schumpeter réside donc dans le constat que les démocraties réellement existantes, et il entend par réellement existantes, celles au moment où il écrit, qui caractérisent les régimes habituellement observés en Occident, ne correspondent pas aux présupposés de la philosophie de la démocratie élaborée au XVIIIe et réaffirmée au XIXe siècle. La méthode démocratique alors conçue, résume-t-il, est la technique institutionnelle de gestation de décisions politiques qui réalise le bien commun en chargeant le peuple lui-même de faire pencher le plateau de la balance en élisant des individus qui se réunissent ensuite pour accomplir sa volonté. La démocratie ainsi comprise, il appellera ça la théorie classique de la démocratie, repose sur 4 piliers: la réalisation d'un bien commun, qui est identifiable par des citoyens rationnels en premier lieu, ensuite la formation d'une volonté générale, qui peut produire le bien collectif, en troisième lieu l'organisation d'élections, qui vont instituer des représentants opérateurs de cette volonté générale, et enfin, cette théorie présuppose qu'il existe une entité peuple, entendue comme une personne morale. Or, dit Schumpeter, il est beaucoup plus facile de réfuter la consistance de chacun de ces piliers que de le confirmer. Il n'y a pas tout d'abord, dit-il, de bien commun identifiable. Le bien commun signifie toujours des choses différentes pour des individus et des groupes différents. C'est à ses yeux une illusion qui n'est pas tant liée à la résurgence d'une pensée substantialiste de type thomiste qu'à la prégnance de la pensée utilitariste. Pour lui, la pensée utilitariste est au cœur de la philosophie démocratique classique. Pensée utilitariste qui appréhende le bien commun comme un optimum définissable, celui du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et ce sont ces théories néoclassiques, si je puis dire, de l'intérêt général qu'en tant qu'économiste hétérodoxe, il passera son temps à critiquer. Il n'y a pas, en second lieu, dit-il, de volonté générale, tant dans la pratique, ce qui peut s'assimiler à une volonté des individus est en grande partie fabriqué par des groupes qui structurent et manipulent l'opinion, qu'il s'agisse des partis politiques, des groupes de pression économique, des médias, des faiseurs d'opinion. La volonté du peuple n'est ainsi guère plus, dit-il, qu'un ramassis confus de vagues impulsions mollement rattachées à des slogans tout faits et à des impressions erronées. Les représentants, en troisième lieu, quant à eux, expriment des intérêts spécifiques d'appareil ou de carrière personnelle, loin d'être l'expression fidèle de leur mandant. Ils sont, au mieux, des entrepreneurs de politique. En tant qu'économiste, il est le premier à faire la théorie de l'entrepreneur politique. En quatrième lieu, dit-il, enfin, le peuple ne se manifeste jamais dans son unité. Il peut certes apparaître sous la forme du fait majoritaire ou sous les espèces d'une opinion publique, mais c'est alors toujours sur un mode partiel et fluctuant.
En définitive, dit-il, rien ne se dégage donc clairement du fatras infiniment complexe des situations, volitions, influences, actions et réactions individuelles et collectives. Schumpeter met cependant plus encore l'accent sur ce qui fait le lien entre les différentes composantes de la doctrine classique de la démocratie, le présupposé qu'il existe des citoyens rationnels. Or, c'est pour lui là que le bât blesse de la façon la plus flagrante. Schumpeter ne s'engage pas sur ce point dans une critique générale des défauts de rationalité dans le comportement humain. En tant qu'économiste, il aurait du mal d'ailleurs. Le problème est en effet pour lui spécifiquement celui de l'irrationalité des jugements et des comportements proprement politiques. Dans l'ordre économique règne en effet, dit-il, une certaine rationalité des acteurs, consommateurs ou producteurs. Il y a pour cela une raison simple, c'est que les conséquences des actions et des choix sont directement et visiblement éprouvées. C'est ainsi l'immédiateté de l'expérience, souligne-t-il, qui tend à réguler dans ce domaine le comportement des acteurs et à les orienter vers une forme de rationalité. Et il en va toujours de même à ses yeux dans la conduite quotidienne de la vie privée ou des relations avec l'environnement humain et physique. Car il y a aussi dans ce cadre un type de responsabilité qui est engendré par la relation directement constatée entre une ligne de conduite et des comportements et des résultats favorables ou défavorables. C'est donc la familiarité avec des hommes et des choses et donc l'information dont on dispose sur eux qui détermine là les règles du comportement. Il en va tout différemment dans l'ordre politique pour Schumpeter. Le citoyen ne dispose d'abord pas d'informations analogues à celles qu'il mobilise dans la vie privée et la vie économique. Le rapport à la réalité est ensuite beaucoup plus lâche, du fait de la difficulté plus grande de faire un lien direct entre des choix politiques et des conséquences économiques et sociales données. Ce rapport peut donc aisément être manipulé. Ces éléments favorisent donc, dit-il, un affaiblissement du sens des responsabilités et un flottement d'évolution effective. Il résulte de cet état de fait une faible motivation du citoyen pour améliorer la formation de son jugement et de ses choix. Le citoyen, dit-il, consacre moins d'efforts disciplinés à maîtriser un problème politique qu'il n'en dépense au cours d'une partie de bridge ou de belote. Ainsi, poursuit Schumpeter, le citoyen typique, dès qu'il se mêle de politique, régresse à un niveau inférieur de rendement mental. Il discute et analyse les faits avec une naïveté qu'il qualifierait sans hésiter de puérile si une dialectique analogue lui était opposée dans la sphère de ses intérêts réels. Il redevient un primitif. Sa pensée devient associative et affective. Les manipulateurs de l'opinion, ou ceux qui cherchent à la séduire pour l'enrégimenter, sont paradoxalement dans ce cadre les seuls groupes capables de produire du collectif et une certaine forme de rationalité orientée aussi. Comment expliquer alors la survivance de la doctrine classique de la démocratie si elle s'avère ainsi aussi peu conforme à la réalité? Cela tient d'abord pour Schumpeter au fait central, et nous retrouverons l'idée de l'idéologie démocratique, qu'elle s'apparente, je le cite, à une croyance de nature religieuse. Si elle est appréhendée comme une catégorie d'ordre théologique, si elle est de l'ordre d'un credo, elle se trouve du même coup constituée par un ensemble de convictions capables de résister à toutes les mises à l'épreuve. Toute objection ou toute tentative de réfutation suscite l'indignation morale sans entamer la croyance. Si la démocratie s'inscrit dans les plans du créateur, avec un grand C, ce que Schumpeter pouvait d'ailleurs constater en Amérique de son époque, elle est en effet identifiée à l'idée du bien, assimilée à l'ordre idéal des choses, symbole de tout ce qu'un homme doit prendre à cœur. Les valeurs qu'elle incarne s'affirment du même coup presque indépendamment des institutions et des pratiques, avec leurs vices et leurs pesanteurs. En second lieu, dit Schumpeter, on doit tenir compte du fait que dans beaucoup de pays, les formules et la phraséologie de la démocratie classique sont associées à des événements et à des évolutions historiques qui sont approuvés avec enthousiasme par la grande majorité du peuple. Ainsi, alors même que le mot était alors soit repoussé, on l'a vu, soit pratiquement ignoré au moment de la Révolution américaine, il est devenu associé en Amérique à la lutte pour l'indépendance, de même qu'il est devenu associé en France à la Révolution de 1789, alors même qu'il était absent du vocabulaire politique. Et il est partout devenu de fait identifié aux diverses expériences d'émancipation.
En troisième lieu, dit Schumpeter, on ne doit pas méconnaître non plus le fait qu'il existe des systèmes sociaux dans lesquels la doctrine classique s'ajuste effectivement en réalité avec un degré d'approximation suffisant. Et de citer le cas de petites sociétés ou de sociétés primitives qui ont d'ailleurs, précise-t-il, souvent servi de prototype aux fondateurs de la doctrine. Et de citer par exemple la Suisse. Et en dernier lieu, souligne-t-il, les politiciens savent apprécier à sa valeur une phraséologie qui leur permet de flatter les masses, tout en leur procurant d'excellentes occasions, non seulement d'éluder leurs responsabilités, mais encore d'accabler leurs adversaires au nom du peuple souverain. Ils s'en font donc, ces politiciens, les ardents défenseurs et les propagandistes. Participant sur ces différents modes de ce qui est de l'ordre d'une religion, d'une mémoire et d'une histoire, l'expression de l'idéal démocratique a pu rester figée pour Schumpeter dans la généralité de ses formulations premières. Mais cela ne va pas sans danger et sans illusion à ses yeux. Lui, dont la réflexion était nourrie des expériences du monde de l'entre-deux-guerres. D'où la nécessité impérieuse, pour la défense des libertés et la formation d'une humanité plus lucide sur elle-même, de formuler une nouvelle théorie plus proche de la réalité. L'idée clé de Schumpeter est tout simplement d'inverser les termes de la formulation classique de la démocratie. Dans celle-ci, rappelle-t-il, la proposition de départ est qu'il existe un peuple qui se forme une opinion, une volonté précise sur les différents problèmes, opinion-volonté qui se convertit en politique avec la désignation de représentants chargés de leur exécution. Alors estime-t-il que dans la réalité, c'est l'inverse qui se passe. Le rôle du peuple est essentiellement et directement d'élire des personnes qui seront, elles, chargées de gouverner, c'est-à-dire de prendre des décisions et de mener une politique, d'où la définition canonique qu'il a donnée de la démocratie. La démocratie est une méthode. La méthode démocratique, donc, est le système institutionnel qui aboutit à des décisions politiques dans lesquelles des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. C'est-à-dire que la démocratie est un processus d'autorisation qui résulte d'une lutte concurrentielle. Elle est donc tout entière centrée sur le mécanisme de l'élection et de la désignation. Pour lui, une telle définition améliore sur divers plans la définition classique. Il estime d'abord, et il ne faut pas oublier que c'est écrit en 1942, elle fournit d'abord un critère, dit-il, raisonnablement sûr pour établir une distinction entre les gouvernements démocratiques et les autres. Il estime par exemple que dans certains cas, les intérêts du peuple, si c'est le critère retenu, malgré la difficulté de le préciser, peuvent être servis par des gouvernements autocratiques. En second lieu, sa nouvelle définition rend compte du rôle majeur joué par les états-majors et les partis politiques, alors que le propre de la théorie classique est d'ignorer les partis et d'attribuer directement aux électeurs une capacité irréaliste d'initiative. Il a donc, sur ce plan-là, assimilé tout ce qu'on a appelé la sociologie réaliste des partis, qui était évidemment essentielle à son époque. En troisième lieu, dit-il, sa théorie n'ignore pas qu'il existe des volitions collectives. Il prend par exemple l'exemple de Schumer qui voudrait que soit mis en place un système d'indemnisation. Mais ces volitions collectives prennent en compte le fait que si elles doivent prendre une forme efficace, elles se trouvent toujours liées à un opérateur qui les constitue socialement et politiquement. C'est-à-dire que les volitions collectives n'existent qu'à travers des organisations, que ce soit des organisations syndicales, que ce soit des organisations politiques. Et donc, il n'y a pas de volition simple. Quatrièmement, si le concept de compétition électorale peut apparaître imprécis, dit-il, il est plutôt moins que celui de concurrence en économie. Et comme il est un économiste hétérodoxe, il a été très critique justement des théories de la concurrence, mais en même temps, il estime que celui de compétition électorale a une supériorité, c'est qu'il ne se forme pas de monopole en politique. En cinquième lieu, dit-il, la théorie nouvelle qu'il propose clarifie la relation entre démocratie et liberté individuelle dans la mesure où la compétition électorale repose nécessairement sur l'élargissement continu de la liberté de discussion. Sixièmement, il faut reconnaître que la fonction essentielle du corps électoral est, que ce soit directement ou par le truchement d'un corps intermédiaire, d'accoucher d'un gouvernement,
c'est aussi admettre implicitement que la fonction consistant à révoquer un gouvernement en place est aussi essentielle. L'élection a ainsi deux dimensions, la nomination et la révocation. Alors que toute la théorie classique de la démocratie, qui n'avait pas été formulée globalement, mais ne faisait qu'une théorie de la nomination, pas une théorie de la révocation. Il ne comprenait pas l'élection comme révocation. Et en septième lieu, dit-il, la formulation qu'il propose maintient la prééminence du fait majoritaire. Le principe de la démocratie signifie alors simplement que les rênes du gouvernement sont confiés à ceux des hommes politiques qui disposent à un moment donné d'un soutien électoral plus puissant que celui que n'importe quel autre des équipes ou individus concurrents. En résumé, dit Schumpeter, la démocratie repose sur la théorie du commandement concurrentiel. Et la démocratie signifie seulement, je le cite, que le peuple est à même d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à le gouverner. La démocratie est ainsi simplement une méthode d'organisation de la vie politique. Elle n'est ni un idéal et elle n'est plus une religion. Schumpeter n'a été que le chef de file d'un large mouvement de redéfinition réaliste de la démocratie au milieu du XXe siècle. Un autre Autrichien de sa génération, le grand juriste Hans Kelsen, s'était engagé dans une démarche similaire. Dans un ouvrage publié en 1929, La démocratie, sa nature, sa valeur, Kelsen a lui aussi proposé de concevoir la démocratie comme une forme, une méthode de création de l'ordre social. Et considérant le fonctionnement des démocraties observables de son temps, il souligne que leur réalité est celle d'une démocratie des partis, dont il faut prendre note et dont il défend le côté positif. Et il rompt sur ce point avec toute la cohorte des auteurs qui avaient décrit ces partis au tournant du siècle comme le vecteur d'une confiscation de la démocratie. C'était le cas de Roberto Michels, qui dénonçait les partis comme créateurs d'une loi d'airain de l'oligarchie dans les démocraties. C'était le cas d'Ostrogorski, La démocratie et les partis politiques, de 1902, qui stigmatisait les partis omnibus. Ou c'était le cas aussi de James Bryce, qui, analysant dans ses 5 volumes les transformations de la démocratie américaine, avait procédé à une analyse impitoyable des bosses et des machines américaines aux États-Unis. Kelsen, il est vrai, vivait dans un contexte où il lui semblait vital de défendre, malgré ses limites, le système parlementaire. C'était un Autrichien d'entre-deux-guerres, et il redoutait plus les conséquences possibles de la vision d'un Carl Schmitt dans parlementarisme et démocratie que les pesanteurs bureaucratiques des machines partisanes. D'une façon plus large, on peut dire que des livres comme ceux de Kelsen et Schumpeter ont marqué une rupture avec la sociologie critique de la politique. Les constats qui traversaient cette catégorie d'œuvres de sociologie critique de la politique étaient cyniques ou désabusés. Ils restaient en effet marqués par la dénonciation de l'écart entre la réalité et l'idéal démocratique. Lorsqu'un Pareto, Vilfredo Pareto, parlait par exemple dans son traité de sociologie générale de la démocratie comme l'art de borner démos, il y voyait un recul. Ce que dénonçait Pareto, c'était le mensonge démocratique, quand il notait par exemple que la théorie qui voit dans nos parlements la représentation de l'ensemble de la nation n'est qu'une fiction, ou qu'il voyait dans les partis politiques l'expression, je le cite, d'une plutocratie démagogique. Même attitude aussi chez un Max Weber, quand il reconnaissait tristement que des notions telles que volonté du peuple, vraie volonté du peuple, n'existent plus pour moi depuis longtemps, ce sont des fictions. Ces auteurs étaient marqués par le désenchantement. Ils oscillaient entre résignation chez les uns et nostalgie pour les autres. Mais il n'y avait rien de tel chez Kelsen et Schumpeter. Ils s'adaptent aux faits, à la démocratie telle qu'elle fonctionne réellement. Ils n'appartiennent plus à une génération qui a en tête le langage et la musique du contrat social. Ils ont donné congé à toute une histoire intellectuelle, sociale et politique. La montée des totalitarismes va légitimer pour beaucoup cette vision minimaliste. Les prudences dérivées de la menace totalitaire et les désenchantements issus d'une histoire déjà longue des gouvernements représentatifs se sont ainsi mêlés dans l'entre-deux-guerres pour conduire de nombreux citoyens
à limiter leurs attentes. La démocratie a dorénavant souvent été réduite dans les têtes à un régime protecteur des libertés, à distance de l'ambition plus ancienne d'une souveraineté commandante du peuple. Le principe démocratique, écrivait alors d'éminents professeurs de la faculté de droit voisine de ce bâtiment, doit seulement être compris comme un idéal rationnel à tempérer par des considérations d'ordre pratique. C'est Joseph Barthélemy, un des plus grands juristes de l'entre-deux-guerres, et Duez. La démocratie a tendu à être appréhendée comme une sorte d'idée régulatrice au sens kantien du terme et non plus comme une norme directrice. Fait significatif, c'est à ce moment que la dissociation reconnue d'un idéal et d'une réalité que le terme même de démocratie a commencé à changer imperceptiblement de sens. Il va cesser de renvoyer à la vision d'un peuple législateur et magistrat pour désigner au premier chef un régime protecteur des libertés, dissolvant du même coup la tension précédente entre liberté des anciens et liberté des modernes. À partir des années 1930, la démocratie est devenue avant tout pensée comme l'inverse de la dictature. Elle n'a plus prioritairement été rapportée au problème du dépassement des pesanteurs du système représentatif et à la critique sociologique des formes aristocratiques. Une page décisive s'est du même coup tournée avec ce glissement sémantique. L'œuvre d'un Karl Popper a témoigné avec éclat de cet avènement de ce qu'on pourrait appeler une démocratie de la peur ou une démocratie négative. Nourri d'une méditation sur le totalitarisme, son grand ouvrage de 1945, La société ouverte et ses ennemis, a proposé de remplacer la vieille interrogation de Platon et de Rousseau sur qui doit gouverner par une recherche plus modeste des moyens permettant d'éviter la violence et l'oppression dans les changements de gouvernement. Réaliser la démocratie ne veut pas tant dire mettre le peuple au pouvoir, écrivait-il, que s'efforcer d'éviter le péril de la tyrannie. Si le véritable problème de la démocratie consiste à empêcher la dictature, selon la formule de Popper, on ne peut donc sans danger faire comme si le mot démocratie signifiait pouvoir du peuple. En soulignant que la démocratie a d'abord pour but d'empêcher la dictature, Popper appréhendait le rôle des élections comme celui d'un tribunal populaire et non pas comme un élément de l'exercice d'une volonté collective. Quel est le statut et la portée de ces théories minimalistes de la démocratie? Tout d'abord, constatons que ces quelques pionniers que j'ai cités auront de multiples continuateurs. De Robert Dahl à Giovanni Sartori, ils ont été nombreux à continuer l'œuvre de Schumpeter, ou même plus récemment à celle d'Adam Przeworski, un professeur de NYU, New York University, qui a publié il y a un an un livre qui a pour titre Democracy and the Limits of Self-Government, ouvrage dans lequel il dit « Pour moi, la démocratie est un système où les gouvernants perdent les élections, un point c'est tout ». L'imposante galaxie des théories réalistes de la démocratie, censée faire coïncider le constat du fonctionnement effectif des régimes qualifiés de tels avec les normes du souhaitable. Il n'y aura plus dès lors à mépriser ou à suspecter la démocratie pour s'en distancier. C'est du sein même de sa définition que seront supposés se résoudre les apories qui la constituent. Certes, on verra encore dans l'entre-deux-guerres des constructions comme celle d'un Ortega y Gasset pour vitupérer contre l'avènement de l'homme-masse, avec des accents qui empruntaient à Le Bon autant qu'aux doctrinaires français. Mais les approches pseudo-scientifiques de cette nature n'auront plus ni l'écho ni l'utilité qui étaient les leurs à la fin du XIXe siècle. La modestie démocratique se parera désormais d'une nouvelle dignité philosophique et historique. Avec les théories minimales de la démocratie, les différentes figures de la détermination démocratique seront gommées. Tout est ramené à un seul plan. Elles n'ont en fait de portée pratique que si elles parviennent à faire intérioriser aux citoyens leur désenchantement. Cela se lie secrètement de cette façon à une entreprise idéologique et psychologique de conversion des attentes et des ambitions pour muer ce désenchantement en un cynisme désabusé ou en un consentement simple à l'ordre des choses. Ces théories rêvent en fait d'en finir avec l'imaginaire démocratique, toujours ouvert sur une attente.
Elle s'aspire à ôter des têtes les promesses infinies qui le constituent. C'est un mot des doctrinaires. Elle se rapproche de cette façon de l'ancienne entreprise de ces mêmes doctrinaires de gouvernement des esprits et de rationalisation du consentement à l'ordre des choses. Plus largement, on peut d'ailleurs considérer que ces théories minimales reviennent à intégrer, à l'âge du suffrage universel, le plus vif de la résistance à ses fondements dans une réinterprétation estimée réaliste de son essence. Il est ainsi frappant de constater à quel point le langage de Schumpeter est proche de celui des doctrinaires des années 1840. Mais c'est dans cette mesure que risque aussi de se glisser, dans l'ombre de ces théories, de sombres perspectives. Elles peuvent en effet être retournées contre la démocratie en revivifiant, sous les espèces les plus brutales, les pathologies de l'excès démocratique. Les critiques des dysfonctionnements démocratiques que ces théories minimales avaient absorbés pour les resituer dans une normalité forcée, refaisant irruption sous leurs espèces les plus antipolitiques. Et c'est donc en ce sens que l'on peut bien qualifier ces théories minimalistes de la démocratie de pathologie de la démocratie. Je vous remercie.